en sous-texte ce que ça dit d'aller dépenser 5 balles dans un latte quand t'as pas 1 balle. Ça veut dire que 1, je suis pas à la rue, 2, je suis pas dans une véritable précarité, 3, au fond de moi, je pense que je sais que je serai jamais dans la merde. J'ai pas envie de pleurer sur mon sort parce que c'est pas du tout le propos, mais juste quand il faut se bouger le cul, c'est compliqué. En fait, je crois que et ça vaut certainement pour tous les enfants un peu privilégiés. Je pense qu'il nous manque une dose de dalle en fait. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque premier et troisième vendredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Voilà, nous y sommes. Nous y sommes. T'es un peu tendu ou pas? Tendu, non. Non, je suis pas tendue. J'ai honte, je crois. Ah, honte? Ouais. T'as honte de venir parler là? Non, pas honte de venir parler, j'ai honte par avance de ce que je vais dire. Ah bon? Très bien, beaucoup de jugements donc chez Anne-Lise. Mais c'est bien, c'est une bonne intro. Merci en tout cas d'être transparente comme ça. Non mais genre ouais. Quand je pense aux épisodes précédents, j'ai pas écouté le dernier qui est sorti, mais quand je pense aux épisodes précédents, genre là c'est la contre-proposition par excellence. Genre, ah ouais? Si vous voulez apprendre à faire fructifier votre business, n'écoutez pas cet épisode. Mais l'objectif est pas... Enfin, tu vois, pour moi, je veux pas donner des conseils pour faire fructifier le business et tout. C'est pas du tout l'objectif de ce podcast. Hein. Ouais, il y en a d'autres pour ça. Moi, ça m'intéresse pas de faire ça. Non, mais il y a une approche pédagogique, je trouve, qui... je sais pas, c'est pas en mode... oui, effectivement, t'as des podcasts où c'est en mode devenez riche en 15 jours. Oui, c'est ça. Et tellement pas mon truc, ça ne m'intéresse pas. Non mais là c'est à la croisée de plein de choses. T'as l'expérience personnelle, t'as aussi l'aspect psychologique qui rentre en jeu, etc. Et ouais, il y a quand même eu 2 épisodes avec des gens assez, des bombes atomiques quoi. Et j'étais là en mode bombes atomiques. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah des gens qui font des choses intelligentes avec leurs sous et qui, tu vois. D'accord. J'étais là en mode ah ouais. Bon, Anne-Lise, ouais. T'as 30 ans? Ouais. Tu m'as écrit il y a quelques semaines un mail, puis environ 10 mails après. C'est pas un problème de pas de mail. Oui. Ça m'a fait rire. Intitulé... alors attends, le mail c'était un truc du genre je suis fille de multimillionnaire et j'ai et j'ai jamais un bal pour me gratter. Voilà. Ouais, non, c'est plus ou moins ça. Non, disons pas plus. C'est ça en fait, voilà. T'as jamais un bal pour te gratter? Bah ouais, là il me reste 5 euros dans mon porte-monnaie et je crois que je suis à moins de 100 euros sur mon compte. Mais ce soir, je fais un tatouage, donc du coup, je vais gagner, je crois... Ah, tu produis un tatouage? Oui. Tu vas pas te le... J'allais dire, sinon là, vraiment, tu creuses... Non. Non, je vais tatouer quelqu'un et du coup, il y a des sous qui vont rentrer. Demain, je tatoue encore quelqu'un et encore des sous qui vont rentrer. Enfin, voilà. Mais disons que je suis... puis, on me doit de l'argent pour des prestations que je fais. Mais disons que, ouais, je suis toujours sur un petit fil. T'es sur le fil? Ouais, toujours assez dangerous. Ok, on va en parler. Ouais. Parce que j'imagine que t'as grandi avec beaucoup d'argent autour de toi. Oui. Ouais. On va en causer aussi. Ouais. Et que tu me disais... Alors, je sais plus comment tu me l'as exprimé, mais genre, j'ai un rapport tout pété à l'argent, un truc comme ça. Oui, non, c'est l'enfer. En plus, c'est hyper drôle parce que là, je suis en train de lire Lolita Peel, qui est une de mes autrices françaises préférées, et qui a toujours
pas mal, enfin, qui a toujours plutôt bien cerné. La jeunesse dorée. Oui, et qui aborde très bien les problématiques d'argent et la relation à l'argent. Et dans son avant-dernier roman, donc pas dans celui qui est sorti là, mais celui d'avant, Elena et les joueuses, en 2019, que je suis en train de lire tout juste maintenant, parce que j'aime bien être en retard sur tout le monde. Il y a 2 pages que j'ai tout surligné, parce que j'étais là, mais elle parle de moi là ou quoi? C'était genre, en gros, c'est un dialogue entre le personnage principal et son gars. Et il est là, putain, mais t'es criblé de dettes, genre, t'es jamais en positif, comment tu vas faire? Bah, je vais vendre mon appart. Ah ouais, ça va couvrir toutes tes dettes? Bah ouais, et puis j'aurai un peu plus. Ah ouais, et après tu vas faire quoi? Bah après, j'épuiserai le plus que j'ai jusqu'à ce que mort s'en suive. Et après, je referai d'autres dettes, etc. Et j'étais là, oh non, mais c'est quoi cet enfer? C'est ma vie. Et donc, ouais, du coup, je struggle vraiment fort pour arriver à avoir un rapport. Tu struggles, tu veux dire tu galères pour les gens non anglophones. Hein. Oui, voilà, I'm sorry. Je lutte pour essayer d'établir un rapport sain avec l'argent. Et en même temps, j'ai l'impression que personne n'a de rapport vraiment sain avec l'argent. Mais si tu veux, j'ai pas encore fait assez d'interviews pour le savoir. C'est-à-dire que j'attends de recevoir quelqu'un qui me dit, et tu vois, avec qui au bout d'une heure et demie de discussion, je me dis, ok, je vois un rapport sain en face, quoi, tu vois. Ouais. Ceci dit, j'ai fait un épisode d'Histoire de succès avec ce mec qui s'appelle Benjamin Guignot, qui a monté cette boîte qui s'appelle Ornicar. Ok. Que peut-être tu connais, ça me tu dit sais. quelque chose, ouais. Qui propose de la conduite en ligne, quoi, tu vois, donc des cours de conduite, exact. Permis de conduire, etc. Et j'en parle parce qu'en fait, je vais prendre un petit bout pour le mettre dans l'histoire d'argent, parce qu'on a tout un moment où il parle d'argent, et il a un rapport que j'ai trouvé, moi, totalement décomplexé à l'argent et assez sain, finalement. Alors, après, il dit que c'est un peu c'est son objectif, c'est son drive, tu vois, de gagner de l'argent. Donc, bah écoute, pourquoi pas. Mais en fait, il l'assume tellement et c'est tellement incarné en lui et il a tellement aucun souci d'en parler, de le dire et de le dire ouvertement que je trouve ça plutôt aligné, en fait, tu vois. Alors certes, c'est vraiment son facteur, c'est-à-dire qu'il se compare, tu vois. Donc ça, tu peux te dire, bon, est-ce que c'est vraiment un truc sain dans ton rapport à l'argent? Mais en tout cas, il a une façon, enfin, tu sens que c'est aligné chez lui, quoi. Tu vois. Donc je trouve que c'est plutôt cool aussi, quoi. Moi, de l'extérieur, je me dis, bon, c'est quand même bizarre de vouloir se mesurer la quéquette. Mais en même temps, il se dit, non, c'est pas juste se mesurer la quéquette en termes d'argent, c'est juste en avoir pour pouvoir faire des trucs avec et pour pouvoir s'offrir une forme de liberté, quoi. Ouais, bah, bon, oui, ok. c'est ça. C'est plutôt pas mal. Donc j'en parle parce que sans doute au moment où je publierai ton épisode, ce petit moment-là sera publié dans l'Histoire d'argent, vous pourrez aller l'écouter. Ok, trop bien. Mais donc ouais, donc toi t'as grandi dans une famille avec de l'argent, beaucoup d'argent. Ouais, c'est un peu plus particulier que ça, c'est que mon père il est sportif de haut niveau, donc il a été pilote automobile au niveau mondial. Ok. Donc comment dire, quand tu roules pour des écuries comme Ford ou Peugeot, c'est beaucoup d'argent. C'est un peu comme quand t'es un joueur de foot. Fais gaffe, bien. Ah oui. Un peu comme quand t'es un grand joueur de foot, enfin on te sauce, quoi, en fait. Et en plus de ça, ma mère aussi, elle est issue d'une famille bourgeoise, donc pareil. Enfin voilà. Elle a grandi dans de l'argent aussi, quoi. Oui, voilà. On m'a jamais appris, à gérer de l'argent, ou il y a des trucs. Tu vois, genre la dernière fois, j'étais au téléphone avec ma mère et ça m'a beaucoup fait rire parce que ma mère c'est une grande bourgeoise, elle en a aucune conscience. Et elle me fait, ouais, tu vois, moi, si j'ai jamais été dans la merde, c'est parce que j'ai toujours su bien faire mes papiers. Et je suis là, mais maman, ça n'a rien à voir avec le fait que tu saches remplir des papiers administratifs. C'est juste que t'es né au bon endroit. C'est pour ça que t'as jamais été dans la merde, en fait. Et là, gros silence. Oui, bon, et on change de sujet. C'est pas parce que tu sais remplir des papiers. Il y a d'autres personnes, oui, c'est grâce à ça. Mais toi, c'est pas ça qui t'a sauvé de la merde, tu vois, genre. Et j'adore parce qu'ils planent tous dans cette inconscience totale. Mon père, moins, parce que c'est un véritable transfuge de classe, pour le coup. Il est vraiment parti de rien et il a vraiment bâti une énorme fortune
en partant de rien. Donc une vraie conscience des choses, une vraie conscience du travail et tout, mais il nous l'a pas inculqué. Ouais. Et on l'a pas vu, tu vois. Et puis surtout que c'est des métiers, genre joueur de foot, pilote de rallye, tu vois, genre c'est pas... Enfin, c'est du travail, mais... Enfin, ton père, il va conduire une voiture et on va lui donner plein de thunes, tu vois, genre ça n'a aucun sens. Quand t'es gamin, c'est pas forcément très structurant, quoi. Non. Et après, ce qui est cool, c'est que quand même, mon frère et moi, on a quand même vachement été éduqués dans ce truc de... te fais pas chier dans un bureau. La vie, c'est kiffer ce que tu fais. Donc du coup, bah, on est tous les deux animés par des trucs qui nous passionnent, mais c'est dur de mettre de l'argent en face, c'est ça? À fond. Ok. Ouais. On va en reparler, de tout ça. C'est cool comme intro parce que ça permet de pouvoir donner un peu le là de la discussion. La première question que je pose à tous mes invités, c'est en fait quand je te dis argent, ça représente quoi pour toi? Putain, meuf craque. La meuf craque d'entrée. Un truc désespérant. Mais non, mais arrête de te juger. Les gens, ils sont là, sécurité. Alors moi, je pense à un énorme spa avec le meilleur soin du visage. Voilà quoi je pense. Mais merci. Mais t'as raison. Mais fondamentalement, t'as raison. C'est-à-dire que ça te permet de pouvoir te payer du kiff. Voilà, tout à fait. Ok. Pas genre... Pardon les gens. Sécurité, on va penser à l'avenir. Non. Fais péter ton gros soin du visage. Trop marrant. Okay. Voilà. Bah merci. Écoute, c'est la première fois que... Mais en même temps, je savais... J'ai pas fait assez, tu vois, j'ai fait 100 épisodes d'Histoire de Daron, j'ai fait 100 épisodes d'Histoire de Succès, là, je suis au début. Forcément. Merci en tout cas. Avec plaisir. Pourquoi tu trouves ça désespérant? Tu disais, je vais dire un truc désespérant, c'est pas du tout désespérant, au contraire. Ça en dit beaucoup sur toi. Ah ouais, ça en dit que... Mais t'es pas désespérante? Non, moi je suis pas désespérante, j'ai beaucoup d'espoir, oui. Je mise beaucoup à moi. Mais juste... avec mon frère, on rigole beaucoup à ce sujet. On a appris à beaucoup en rire parce que lui et moi, on est pareil avec l'argent. Je pense lui un peu moins quand même. Et encore que lui, il vit dans le sud. Et du coup, il a encore une lecture de l'argent qui est... Toi, tu vis à Paris, hein. Moi, là... Enfin... Alors, moi, je suis en transit tout le temps. D'ailleurs, hier... Je suis une citoyenne du monde. Oui, voilà. Hier, je disais à mon frère, mais tu penses que je devrais aller où? Il était, écoute... Moi, je te dis plus. T'es un oiseau, donc fais ta... Je sais pas. T'es un oiseau. Vas-y. La meuf migre. Oui, tout le temps. Et parfois, j'aimerais bien me poser dans un endroit, mais je sais qu'au bout de 6 mois, je vais être là. Oh, on se fait chier, en fait, ici. Donc, du coup, j'arrête de me mettre la pression et de me dire, il faut que je reste ici. Mais c'est trop bien, en même temps, de t'octroyer cette liberté-là. De pouvoir aller là où tu veux. Bah ouais, mais je suis pas capable d'autre chose. Donc ça aussi, en termes d'argent, ça définit aussi un truc, tu vois, où tu vas pas être là en mode, je vais me prendre un petit CDI, là, et qui va me sécuriser. C'est pas possible. Et je fais plus ça parce que, de toute façon... Tu l'as fait par le passé? Oui, je l'ai fait, mais dans ma tête, en plus, je suis trop je suis hyper sneaky parce que je suis là. Oui, bien sûr, vous pouvez compter sur moi. Et bien, et je sais dans ma tête que je vais me casser. Putain. Donc du coup, c'est pas cool de faire ça. Bon, encore que, enfin, ça va. Hein. Oui, je veux dire, c'est à un moment donné, c'est. Enfin, je veux dire, la personne qui t'embauche, elle t'embauche aussi, quoi, tu vois. Et après, c'est sûr qu'il y a un rapport assez peu authentique à toi-même quand t'es en train de raconter un mytho et que t'as conscience que t'es en train de raconter un mytho, quoi. Bah, grave. Et c'est pour ça aussi que j'ai de plus en plus de mal à être salariée parce que. Enfin, là, je sais que je suis dans la merde et le fait d'avoir grandi dans le Sud, en partie dans le Sud, t'as rapidement. Tu t'es amené à un moment ou un autre à travailler dans la restauration. Et il se trouve que la restauration, ça a longtemps été ma petite planche de salut de la galère d'artiste. Ouais. Et ça l'est encore. Tu fais pendant quelques mois Ouais, ou alors là, tu vois... Tu sers ou t'es serveuse, ok. Et je me disais peut-être que tu as des talents, des dons de cuisine. Bah, je cuisine aussi, mais bon... je me vois pas du tout dans une cuisine parce que c'est autre chose. Ouais. Mais là, tu vois, par exemple,
On est quoi ? On arrive... Enfin, non, on est mi-février presque. On va arriver au mois de mars. J'ai des objectifs à remplir cette année. Je me retiens de descendre dans le sud pour faire une saison. Parce que, T'as des objectifs artistiques, Ouais. c'est ça que tu veux dire ? Ouais, c'est Ok. ça. Et là, tu vois, c'est le moment dans le sud où tout le monde commence à trépigner parce qu'ils se font chier l'hiver. En fait, les gens bossent 6 mois par an, ils rentrent un max de thunes et le reste de l'année, ils vivent du chômage. Donc, best life. Ils voyagent, ils font des barbecues l'hiver, ils branlent rien. Et puis, dès le mois de mars, c'est parti. Mais par contre, c'est parti en mode 12 heures de taf par jour. Enfin, violent, quoi. Mais bon, tu rentres un max d'oseille. Mais est-ce que c'est ça que je veux ? Non. Mais en même temps, c'est hyper culpabilisant de connaître, enfin, d'avoir plein de proches, plein d'amis, ton frère, où tu sais que bon là bientôt ils vont rentrer plein de thunes. Et toi, cette fois, va pas falloir que tu le fasses parce que tu as autre chose à foutre. Alors oui, t'auras 5 balles dans ta poche, mais c'est pas grave. Enfin. Tu veux dire que t'es en train de travailler plutôt pour toi à moyen long terme, c'est ça ? Ouais. Ok. Plutôt que de penser à court terme. Oui. Bah c'est ça. Et donc du coup là, je suis dans la merde. Par exemple, tu vois, genre hier, je regardais les annonces et j'étais en train de commencer une lettre de motif et j'étais oh putain mais ta gueule. J'en peux plus de ces lettres de motif et de la merde qu'on peut raconter. Non, j'en peux plus. Donc ouais, je vais me débrouiller autrement, mais non, c'est vraiment dur, je trouve. C'est dur. Okay. Le monde, l'argent, ouais, c'est compliqué. On va en parler un peu plus après. L'autre question que je pose, c'est est-ce que tu as un souvenir, ton premier souvenir d'enfance en rapport avec l'argent ? Ah oui. Ouais. Bah nous, quand on était petits, on vivait avec ma mère à Lille et on prenait constamment ou le train pour rejoindre mon père à Paris qui avait des appartements à Paris, donc on passait 1 ou 2 jours avec lui à Paris, ou alors pour les vacances un peu plus longues, on descendait, on prenait l'avion, on faisait Lille-Nice. Parce que ton père, il était en vadrouille sans arrêt, c'est ça ou... Non, lui, il vit... disons la majeure partie de l'année, il vivait dans le golfe de Saint-Tropez. Ok. Et le reste du temps, il était souvent à Paris. Bon, maintenant, il est tout le temps dans le golfe de Saint-Tropez. Oui. Est-ce qu'on peut-on le blâmer pour ça ? Non, je pense pas. Et donc, vos parents étaient séparés, c'est ouais, ça ? assez tôt. Et je pense que mon père, il nous donnait des petits bifetons, quoi. Et je me rappelle... T'avais quel âge ? Tu te souviens ? J'avais 7 ans. Ok. Et ouais, quand on était petits, il nous gâtait quand même pas mal. Et je me rappelle... et puis moi, j'étais une petite fille complètement dans le cosmos, complètement chez père. Et je sais plus, il me donnait des billets ridicules, tu vois, mais genre une fois, je crois qu'il m'avait donné... alors, je sais plus si c'était 200 francs ou 500 francs, mais genre, c'était un truc de dingue. Genre, le truc que tu donnes pas ça à une gosse. Et évidemment que je l'avais paumé, off course, et que ma mère m'avait détruite en me disant que j'avais... Enfin, que c'était n'importe quoi, et c'était n'importe quoi. Et, mais non, t'es une petite fille. Oui, bah oui. C'est pas n'importe quoi. Ouais. C'est normal que tu l'aies perdu. Ouais, bah oui. Comme tu dis, c'est pas de ta faute. C'est ton père qui te file 200 ou 500 balles et qui te dit tiens, démerde-toi, garde ça dans un coin, et toi t'es là. Bah ah ouais, et donc coup, ta mère t'avait engueulé. Ouais, elle m'avait engueulé à fond. Et ça, c'est mon premier souvenir. Tu t'es sentie merdeuse, honteuse Ouais, j'ai toujours eu une grosse culpabilité à l'égard du fait que j'étais... je l'ai toujours, hein, à l'égard du fait que j'étais un peu chez père. J'étais putain, mais pourquoi j'arrive pas à faire attention comme tout le monde ? Et je pense que je l'ai gardé en fait, parce que maintenant je suis là, putain, mais pourquoi j'arrive pas à faire attention à mon fric comme tout le monde ? Mais je crois pas que tout le monde fasse attention à son fric. Sinon, il y aurait pas autant de gens qui écoutent ce podcast déjà pour commencer. Oui. C'est pas aussi simple que ça, quoi. Ouais. Ok. Donc, premier souvenir dur, quoi. Pas très cool, pas très positif. Non, pas positif. Après,
Enfin, ça m'a pas l'air très grave. Mais peut-être parce que mon enfance n'était pas cool. Donc, du coup, ça, c'est un petit... Voilà, bon. J'ai paumé le bifton, quoi. Et je me suis engueulée. Voilà. Ok. Tu disais tout à l'heure qu'effectivement ton père est parti de rien pour pouvoir réussir à se construire une fortune, etc. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir un petit peu comment justement, quand tu étais petite, tu avais réussi à construire ou à ne pas construire justement ce rapport à l'argent par rapport au fait que ton père, il allait conduire des voitures et gagner des sous, quoi, tu vois, en rapport avec ça. Puis en plus, t'étais pas forcément avec lui au quotidien, c'est ça que tu me dis. Et puis c'est surtout que quand t'es pilote de rallye, bah, tu passes ta vie dans les avions, en fait. Parce que c'est des rallyes en Nouvelle-Zélande, au Mexique, enfin, c'est un mode de vie de dingue, quoi. C'est assez peu à Lille, en général. Oui. et du coup, bah, moi, quand j'étais petite, en fait... j'ai été vraiment je pense vraiment, et j'aime pas du tout utiliser cette expression là, mais je pense que j'ai toujours été une artiste dans le sens où j'ai toujours été dans une autre réalité. Et mon père, il nous envoyait des fax avec des dessins, parce qu'il sait bien dessiner, des dessins des requins quand il était en Australie, ou de sa voiture. Et donc pour moi, bah, il gardait le contact avec vous comme ça à travers ça, voilà, quoi. Oui. Et donc c'est hyper joli quand on y réfléchit. Et en fait, bah ouais, moi j'avais pas de notion du métier. Pour moi, la vie c'était les contes de fées, quoi. Donc bah mon papa, c'était un espèce de chevalier chelou qui partait en Australie défier les requins, alors que pas du tout. Tu vois. Bah ouais, normal. Et du coup, bah. Non, mais c'est ouf parce que vraiment, je me mets à la place du daron, je me dis putain, je vais leur partager un petit peu ce que je vois, machin, tout ça. Et puis dans la tête des mômes en face, c'est là, mon père est donc en train de défier les requins. Non, pas du tout. Juste en train de conduire une voiture. Non, mais ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, non, moi, ma mère m'a appris à lire très tôt et à écrire très tôt. Et du coup, bah, j'étais dans les bouquins hyper tôt, donc j'ai toujours été hyper déconnectée. Et je pense que ça a été une frustration pour mon père longtemps, parce que j'ai vraiment toujours été désintéressée de la caisse, mais à un point où aujourd'hui à 30 ans, j'ai toujours pas mon permis et je suis phobique de la conduite. Ça me fout les boules à mort. Et oh merde, putain, c'est ouais. Ouf, oh, les destins quand même, putain. Ah, vraiment. Et en voiture, en fait, bah, moi, je peux lire dans n'importe quel contexte, parce que bah, mon père, en voiture, je lisais. Et ça le rendait un peu triste, parce que parfois, il était là, il y avait plein de gosses dans la voiture, hey, genre, pour faire rire tout le monde, bah, il fait des dérapages, et moi, j'en avais rien à foutre. Ouais, vas-y, attends 2 secondes, là. Page 18. Bon, c'est bon, là, tu bouges, en fait, je peux pas lire, merci. Ça me fait trop marrer. Mon père, pour faire rire tout le monde, il était sur l'autoroute à 130, il faisait des petits dérapages. Non, mais ouais, c'est un peu ça. Et en fait, c'était pas ça. Il faisait pas des dérapages à 130 sur l'autoroute, j'imagine. Bah, sur l'autoroute, mais dans les routes de campagne, dans le sud, tu vois. Et ouais, je sais pas, moi, ça m'a jamais... Je m'en fous des voitures. Genre, limite, je préfère... si demain, j'obtiens le permis, un de ces 4, je ne sais pas, si je dois m'acheter une caisse, mais franchement, ce sera la plus pourrave du monde. Et mon père, il collectionne les voitures de ouf. Et moi, je suis juste là en mode... Ok, ouais. Wouh! Mais tu lui en as déjà parlé un peu de cette... Parce que là, t'as 30 piges, ça y est, t'es adulte, quoi. Tu vois, tu peux avoir ce genre de discussion avec ton père de... Quand même, on pourrait parler de cette relation de cette non-relation. J'imagine que ton père, pour lui, c'était hyper important de pouvoir partager cette... T'es sa fille aînée, c'est ça, ou... Je suis sa fille aînée, okay. Et je suis sa seule fille, parce qu'il a 4 fils après moi. Ok. Donc ils sont tous, eux, à donf. Ah oui. Mais à donf, à 2 milliards de pourcents dans la caisse, les motos. Ils ont genre les plus petits, ils ont genre 12-13 piges, ils savent conduire comme des oufs. Ah oui. Et moi, je suis la grosse gogole en mode je peux conduire avec vous parce que je sais pas. Mais vous en avez jamais parlé?
Non, mais il le sait très bien. Et puis, aussi, pour une histoire d'argent, justement, j'ai plus de contact avec mon père, en fait. Ça fait... on est en 2022, mais ça fait 10 ans... Un peu plus de 10 ans qu'on n'a plus de contact. Ouais. Pour une histoire d'argent, justement. Précisément pour une histoire d'argent. Ok. J'allais te demander... Mais je crois qu'on va en parler un peu après, parce que je voulais te parler aussi de ton rapport à ta mère. Ta mère, elle bossait? Parce que donc vous viviez avec elle la plupart du temps, c'est ça? Alors, pareil, on vivait avec elle. Ma mère, elle a été pendant longtemps commerciale pour la radio Énergie. Ok. Et vu que c'est un peu... comment je pourrais dire... une femme qui a un charisme un peu carnassier, elle a développé un énorme portefeuille et elle gagnait pas mal de thunes aussi. Et en plus de ça, mon père versait une grosse pension tous les mois. Donc, c'est ça en fait, c'est que nous, on était, sans être nécessairement... Enfin, je sais même plus ce qu'est être gâté ou pas. Quand on demandait un truc, sur le principe, c'était non. Ouais. Mais... on allait finir par l'obtenir en se faisant engueuler. Donc c'est-à-dire c'était un peu chelou. Genre ma mère, je sais pas, je voulais un nouveau portable. Non. Donc bon, moi, ado chiante, j'insiste. Et puis au bout de 15 jours, elle me traîne dans le magasin en me disant tu vois, voilà, tiens, ton téléphone. Et je me fais engueuler, mais moi au final, j'ai le téléphone et je suis là. Trop bien. Ah ouais, donc en fait, encore une fois, c'est un truc très, très culpabilisant ou... Oui, un truc hyper culpabilisant. Et en plus, nous, on n'a jamais vraiment eu conscience du fait que, en fait, il y avait quand même 1 500 € par mois par enfant de pension versée, juste pour qu'on soit yimbe, quoi. Donc on a vraiment, plus le salaire de ma mère, qui était assez élevé, on n'a jamais manqué de rien du tout. On allait en vacances tout le temps, on était toujours bien sapés, les super cours de dessin, la natation synchronisée, le karaté, le judo, le truc, l'ostéo, tout ce qu'il fallait, quoi. On était débiles, tu vois, on n'avait pas conscience que c'est pas tous les gosses, quoi. Comment t'aurais préféré, avec le recul, que ta mère, elle réagisse ou qu'elle gère cette histoire d'envie de portable, par exemple, tu vois? Après... ça, c'est encore... Là, on touche à autre chose, c'est que ma mère, c'est son mode de communication. Donc, c'est comme ça. Non, mais tu sais, dans le rapport à une envie particulière, tu vois. Après, du coup, moi, je me suis vachement documentée sur l'éducation positive. Et j'ai l'impression que quand t'évites de culpabiliser les enfants... tu débriefes avec eux, en fait. Tu discutes, t'en discutes. Et t'évites d'être dans la confrontation, à leur dire que leur choix, c'est de la merde, en fait. Parce que là, il y a un peu un truc du... ton choix, il est nul. Pourquoi tu veux un portable et c'est nul et je vais te l'acheter quand même parce que tu le veux. Mais et tu vois, genre, c'est pas... Bon, bref, c'est pas très cohérent, mais... mais c'est comme ça. Et du coup, c'est vrai que... Tu vois, genre là, du coup, je pense à un truc, mais ma mère... pareil, j'adore parce qu'elle nous donne des leçons d'argent, mais ma mère, elle a pas trop notion d'argent non plus. Et en fait, du coup, cette pension alimentaire qui lui était versée, elle a jamais rien mis de côté. Donc, sans le flamber pour elle, parce que c'est pas du tout quelqu'un qui s'achète des trucs de luxe ou quoi, mais juste... le rythme, il y avait un rythme de vie... Voilà, un rythme de vie de ouf. Et du coup, elle a jamais rien mis de côté. Parce que donc, elle gagnait 3 000 balles par mois de pension, c'est ça? Ouais. Juste pour vous, juste pour vos pommes. Nous. Ouais. Ce qui permet vraiment de... Ouais. Quand c'est juste deux gosses, je pense que ça... Pour tous les gens qui nous écoutent et qui sont en train de galérer avec un petit SMIC ou un truc au-dessus, quoi, tu vois, t'es là, ok. Ouais, non, ça va. Et en fait, elle a jamais mis cette pension de côté, mais sauf que moi, dès l'âge de 10 piges, quand je partais en vacances chez mon père, il m'en parlait de ça. Mais sauf que c'est pas de mon âge, en fait, de le savoir. Et donc du coup, pendant il te parlait du fait qu'il te donnait de l'argent? Non, qui versait une pension, qui n'était pas mise de côté, que on n'avait pas de compte à notre nom avec de l'argent qui était versé, etc. Donc là aussi, tu vois, genre un truc assez culpabilisant en mode. Et pourquoi il en parlait pas à ta mère?
Tu sais pas aujourd'hui? Ils en parlaient, mais en mode insulte, enfin bon, l'enfer total. Ok. Quoi. Alors que ton daron, il aurait pu prendre ce truc en charge, tu vois, et de se dire, ok, je vais créer un compte et en fait, je vais mettre une partie de cette pension. Non, mais complètement. Voilà. Mais ils étaient juste, sur un mode de guerre, en fait. Et du coup, moi, assez tôt, je le savais, mais en même temps, c'est pas de ton âge. Bah oui. Et maintenant, avec mon frère, on se regarde, on dit, c'est vrai que c'est quand même un truc de dingue, quoi. 3000 balles pour de gosses, genre, ça va. Et ouais. Et du coup, nous, on a toujours été, très tôt confrontés à ces histoires qui n'étaient pas du tout de notre âge, quoi. Aujourd'hui, où t'es en train de galérer, tu dis que t'as 5 balles sur ton compte, etc., tu te dis que ça aurait été cool d'avoir cet argent-là à gérer, ou alors tu crois que tu l'aurais claqué dès que t'avais 18 piges, quoi. Le truc, c'est que je l'ai eu, j'ai eu accès à cet argent-là pendant mes études. T'as fait des études de quoi? J'ai fait des études de mode. Ok. Donc j'ai fait S-Mode pour me rendre compte que cette industrie me dégoûte. Voilà. C'est une école très chère. Si vous envisagez de faire de la mode, allez à Londres, faites un stage, ne faites pas cette école. Voilà. Ok, bonjour l'S-Mode. Non, désolé, mais pour moi, faire des études de mode en 2022 à payer 10 000 balles l'année alors que... La mode, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Non, mais aujourd'hui, on le sens. sait, tu vois, mais il y a 10 piges, quand t'étais à l'école, il y avait beaucoup moins cette conscience écologique. Mais du coup, j'ai pris, justement, ça m'a rendu écolo. Bon, on a plein de trucs à corriger, nous tous, et je suis pas du tout parfaite. Il y a plein de choses qui vont pas dans ce que je fais tous les jours. Personne n'est parfait. Oui. Mais en tout cas, disons que ça a éveillé ma conscience, et surtout, ça m'a mise en colère... vis-à-vis de cette industrie, vis-à-vis de la fast fashion, vis-à-vis de la façon dont les gens consomment la mode, de ce que ça raconte socialement aussi. Il y a tellement de choses qui vont pas, donc j'étais là, putain, mais je veux tellement pas participer à ça, en fait. Et donc, bref, du coup, pendant mes études, mon père me versait une très grosse pension pour une étudiante. Et en fait, j'ai fait n'importe quoi, parce qu'au final, j'ai été diplômée, et voilà. Mais... avec vraiment beaucoup d'argent pour une étudiante, mon découvert autorisé, c'était de 800 €. Et j'étais toujours à moins 800 à la fin du mois. Genre, il y a un vrai souci. Il y a un vrai truc qui va pas du tout. Mais tu faisais quoi avec? Peut-être, tu gagnais combien, en fait, pour... ton père te versait combien? Mon père, il me versait 2100 € par mois. Oui, ce qui est... Donc... Ce qui est très raisonnable. Tu vois, j'aurais pas fait une manif pour la précarité étudiante, tu vois. J'étais pas dans le thème. Non. Et pourtant, t'étais en situation de précarité parce que... À la fin du mois. Oui, c'est ça. Vois. Et rien, en fait. Je m'achetais... Alors, parce qu'en deuxième année, j'avais pas encore totalement pris conscience de ce que je disais là il y a une minute. Bien sûr. Mais je m'achetais... 1 milliard de sapes, j'étais tout le temps au resto, et en plus des dépenses de merde, quoi, des trucs, tu vois, c'est con, mais tous les matins, là je vais apprendre un truc aux gens. Je suis trop fière. C'est pour ça que t'es venue ici. Moi, par exemple, il y a un truc qui me brise encore le cœur et qui fait partie de mon confort de tous les jours, dont j'ai beaucoup de mal à me passer, mais j'ai besoin de m'acheter mon petit café latte à 5,30 € ou parfois 6,70 € tous les jours. Genre chez Starbucks ou une connerie du genre? Non, pas Starbucks, parce que c'est vraiment t'es écolo dégueulasse. désormais. Mais un petit café mignon qui fait des trucs, tu vois, des trucs sans gluten et tout, nanani, qui coûte la peau, ça j'adore. Et en fait, ça c'était ma vie, c'était mon quotidien, c'était dépenser, voilà. Et alors tu regardais mon compte, c'était genre 12,20 €, 27,30 €, truc muche. Et c'était que des petites dépenses, mais qui mises bout à bout, c'était un puits sans fond, quoi. Un puits sans fond. Et du coup, voilà, j'étais... Et donc aujourd'hui, t'as arrêté le latte ou... Non, là j'avoue que les 5 €, ils vont aller dans un latte, là. Les 5 € qui me restent. Tes 5 € qui te restent, tu vas aller les dépenser dans un latte. YOLO. À la fin, on meurt, quoi. Non, mais j'adore ça. C'est-à-dire que c'est génial à quel point t'es en train d'expliquer un truc que tu faisais
et que t'es là, putain, mais ça m'a foutu dans la merde. Et qu'aujourd'hui, t'es toujours là, moi je m'en bats les couilles, je vais aller acheter. Non, mais Mais c'était avec ma carte bleue que je faisais ça. Là, les 5 €, je les possède en pièces, tu vois. Ah oui. Donc ça va pas creuser mon découvert. C'est genre des pièces. Ah oui, Et- c'est-à-dire que t'as décidé de passer dans un truc où t'as de l'argent sonnant et trébuchant, c'est ça? Oui, Pour te permettre de te rendre compte de ce que tu dépenses. Non, mais c'est hyper intéressant. À l'heure du sans contact, tu vois, enfin, moi, j'ai plus jamais de monnaie sur moi. Ouais. Ça n'existe plus. Enfin, j'en ai jamais eu, je crois, mais alors encore moins maintenant. Bah, et il y a un truc ouais. un peu, ok, c'est de l'argent invisible, quoi, tu vois, que tu dépenses. Alors après, je t'avoue que déjà, d'une part, j'ai passé 3 ans à Bruxelles, Ouais. où le rapport à l'argent est complètement différent. Les gens fonctionnent en cash. Tu vas sur la grande place de Bruxelles, qui équivaut au pied de la Tour Eiffel ici, et t'as des bars avec écrit pas de CB. Et tu rentres, ils te disent non, la CB elle est cassée. T'es là, ok, bon, d'accord. Donc vraiment un vrai rapport au cash. Et aussi, je passe beaucoup de temps dans le sud, où l'été, les gens qui bossent dans le sud rentrent une quantité de cash assez impressionnante. Donc je me suis rendu compte qu'en effet, la carte, le sans contact, ça dématérialise complètement ton rapport à l'argent. Et quand déjà t'es de nature un petit peu shaper et déconnecté de la réalité, alors là tu peux faire de véritables dingueries, quoi. Et vaut mieux effectivement tenir l'argent dans ses mains et se rendre compte, voilà quoi. Et puis il y a aussi le fait que en étant artiste, en vendant des dessins, des tatous, souvent les gens ils te payent en cash. Et pareil, ça donne une valeur moi je préfère quand les gens me payent en cash plutôt qu'ils me fassent un virement quand je leur vends un dessin ou un tatou, enfin Ok. clairement. Donc ouais. C'est trop intéressant. Hein. Moi, je déteste le cash. Hein. J'ai vraiment ce truc de. Ça m'encombre, en fait. Ça Ouais. m'encombre les poches. Mais bon, j'ai un rapport. Enfin, tu vois, je crame pas, quoi. Tu vois, donc Oui. c'est pas. Oui, voilà. Mais j'adore chez toi ce truc de. Putain, il me reste 5 balles et en fait, je vais aller acheter un latte. C'est catastrophique, putain. Mais non, pourquoi tu dis que c'est catastrophique? Mais Parce qu'en fait, tu vis. oui, voilà, non mais c'est ça. Il y a en un fait. côté très vivant. Je trouve ça cool. Ouais, j'ai beaucoup. Je peux pas. Avec mon frère, on a cette expression où on a eu un gros fou rire il y a pas longtemps parce qu'on a une cousine qu'on aime beaucoup, qui est une fille incroyable et qui a 25 ans, tu vois, et elle est infirmière. Et elle est passionnée par ce qu'elle fait, tu vois. Et pour le coup, j'ai une véritable admiration. Moi, j'ai une admiration pour les gens qui économisent. Genre, je les regarde et je suis là, waouh. Enfin, je suis mindfuck par les gens qui économisent, mais vraiment. Il y en a plein, hein, mais à chaque fois, ça me sidère. Et alors, quand ils sont plus jeunes que moi, quand ils font partie de ma famille, enfin, quand je vois mon frère économiser, waouh. Et alors là, c'est ma cousine, et donc elle a 25 ans, donc le même âge que mon frère. Et elle est infirmière, elle est passionnée par ce qu'elle fait, donc du coup elle fait vachement d'heures sup et elle gagne vraiment bien sa vie. Et alors elle, pour l'instant, elle vit encore chez son père. Ils sont dans une espèce de coloc un petit peu, voilà, son père il est un petit peu foufou, enfin voilà, ils s'entendent super bien, le frigo est toujours vide, ils se voient en passant, ouais, Ok. ciao, enfin voilà, c'est une drôle de coloc. Et elle, tout en se privant pas spécialement et en se faisant, tu vois, genre, on a beaucoup ri parce que elle est un petit peu coquette, mais elle s'est acheté une paire de loups-boutins pour se récompenser. Enfin, c'est vrai qu'il y a quand même eu le Covid, etc. Donc, enfin, voilà. Assez méritante dans cette période. Oui, en tant qu'infirmière. Ouais. Et donc, elle s'est fait ce petit cadeau, tu vois. Ce petit cadeau, c'est un gros cadeau. C'est un énorme ça cadeau. dépend de combien tu gagnes dessous. Ah oui, c'est un gros C'est cadeau. combien une paire de loups-boutins? Je sais même pas. Mais 600 balles. Voilà, j'allais dire 500-600, ok. Et en fait, 600 balles pour une paire de choses, c'est c'est beaucoup. Ouais. Et ah non, mais faut savoir que moi, je dépense très peu d'argent pour mes fringues. Ok. Genre, Mais aujourd'hui, oui, aujourd'hui. par rapport à il y a 10 Genre, piges. je récupère, je fouille. J'ai pas de complexe à fouiller dans les poubelles et tout. Enfin, genre vraiment, c'est que de la récup. Et donc, Dit-elle en regardant ses fringues qu'elle a sur le dos. ouais. Je fais de l'audio guide pour les gens. Oui, voilà, audio guide. Et donc, Juliette a mis 25 000 balles de côté. Je crois en un an, un truc comme ça.
Et donc, je disais ça à mon frère, là, il y a le mois dernier. Et il faut savoir que mon frère, donc, quand il travaille une saison, il va gagner... c'est ce qu'il va gagner. Il va gagner 25 000, 30 000. Mais le truc, c'est que... En l'espace de 6 mois, donc, c'est ça? Mais il commence quoi il commence en avril, il fait d'avril à octobre. Ok, donc 6 mois. Ouais, c'est ça. Et il faut savoir que l'été, Saint-Tropez, il y a des tentations partout. Enfin, t'as envie d'aller au resto tout le temps, mais le moindre resto, mais laisse tomber. Et quand t'es saisonnier, bah c'est... donc on arrive, 150 € s'il vous plaît. Bah tu vas laisser un pourboire. Et genre, l'hiver, mon frère, il me dit, mais putain, mais moi, je me rappelle de moi l'été, là, quand je laisse 30 € de pourboire, mais qu'est-ce qui me prend? Et maintenant, là, je suis comme un rat, là, je mange des pâtes. Et genre, du coup, on parle de Juliette, et je lui dis, ouais, elle a mis 25 000 de côté et tout. Et il me dit, ouais, mais elle vit comme un rat, non? Et je dis, mais non, elle vit pas comme un rat, elle vit normalement, quoi, enfin, mais elle met de côté intelligemment. Et là, il me regarde et il me dit, ah ouais, ça veut dire que elle fait une saison comme moi, elle s'achète une maison carrément. Et je fais, bah ouais. Il dit, ah ouais, je suis vraiment une merde. Parce que nous, vraiment, enfin, lui aussi, même si un peu moins, mais c'est vrai qu'on vit, quoi. On dépense comme si ça allait toujours revenir. Et malheureusement, heureusement, je ne sais pas. Ça revient parce que faut dire ce qui est. Je pense qu'on est privilégié. Si je fais ça, c'est parce que je sais que en vrai, en sous-texte, ce que ça dit d'aller dépenser 5 balles dans un latte quand t'as pas 1 balle, ça veut dire que 1, je suis pas à la rue, 2, je suis pas dans une véritable précarité, 3, au fond de moi, je pense que je sais que je serai jamais dans la merde. Et mais tu l'as au fond de toi, ça. Bah ouais, mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans la même situation que toi et qui le savent pas, pour qui la plus grande peur c'est de finir sous un pont. Ouais, tu vois. Ouais. Toi tu l'as pas. Non. Mais ton frangin, pour revenir à ton frangin, c'est que, et peut-être que t'es là-dedans aussi, je trouve qu'il y a un truc, comme tu dis, ça re-rentre toujours, parce que ton frère il sait qu'en fait, à partir de là il va commencer à regagner de l'argent, donc ça va re-rentrer. Donc mais enfin, tu vois, je sais pas trop si c'est bien ou si c'est mal, quoi, tu vois. Bah, moi non plus, je sais pas. C'est un peu chiant parce que du coup... Il y a pas de bien ou de mal. C'est ça aussi qui est cool. Oui, c'est vrai que oui. Mais... Il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais ça n'empêche que quand il faut se bouger le cul, c'est compliqué. Enfin, j'ai pas envie de pleurer sur mon sort parce que c'est pas du tout le propos. Mais juste... oh putain, c'est horrible ce que je vais dire. Merci de le dire alors, d'abord. Non, mais en fait, je crois que et ça vaut certainement pour tous les enfants un peu privilégiés. Je pense qu'il nous manque une dose de dalle, en fait. Tu vois ? Je pense que c'est ça. C'est pour ça que qu'on va pas faire les petits écureuils ou quoi. C'est parce que on le sait, quoi. Enfin. Et en fait, ça, j'en ai pris conscience avec mon ex, avec qui, justement, l'argent, c'était une véritable problématique. C'était même un sujet de discorde et tout. Il avait peur, c'est ça? Enfin, il avait besoin... Ah, lui, c'est une méga flippette de la thune. Il pétait des câbles quand il te voyait tout cramer, c'est ça? Ah ouais. Et genre, carrément, ça m'arrivait de... Si j'allais, je sais pas, m'acheter un truc, j'allais le cacher dans mon sac, tu vois, en rentrant, pour pas qu'il voit que je m'étais acheté un truc. Enfin, c'était genre... c'était à ce point. Ok. Je tiens à dire aux gens que je vais avoir des podcasts, des épisodes sur l'argent dans le couple, l'argent au sein des relations, au sein des relations d'une manière générale, parce que, et d'avoir des épisodes spécifiques. Je tiens à le dire parce que les gens me demandent régulièrement, donc j'en profite pour le dire. Mais ouais, ça va être un sujet. Ah ouais, mais ça doit l'être parce que ouais. Ça l'est. Parce pour avoir un peu gratté avec quelques personnes, ça l'est de ouf. Non, mais là vraiment Et je me rappelle qu'une fois, on discutait, on était tranquille, et puis il m'a dit, mais toi, de toute façon... Enfin, je sais plus comment il l'a formulé, mais c'est ce qu'il a dit, en fait. En creux, c'est ce qu'il disait, c'était que, ouais, de toute façon, toi, tu sais que tu seras jamais dans la merde, donc c'est normal. Moi aussi, à ta place, je flamberais tout, et je ferais tout disparaître. Et ouais, et ça, j'en avais pas du tout conscience avant qu'il me le dise, et j'étais là, si, quand même, je suis dans la merde. Et j'étais là, oui, non, mais... relativement à des personnes qui sont vraiment la merde, c'est vrai que je le suis pas tant. Alors parlons-en si tu veux bien, parce que
tu vois, tu me dis que t'as plus que 5 balles sur ton compte, mais en fait, c'est même pas sur ton compte, c'est dans ma poche. C'est dans ta poche, que t'as peu d'argent sur toi, etc. Est-ce que aujourd'hui, à 30 piges, il y a un truc en toi, ou alors tu l'as déjà fait, tu vois, de passer un coup de fil donc j'allais dire à papa, mais non, parce qu'on va en reparler après, mais t'es plus en contact avec ton père ou à ta mère, pour lui dire, bon, écoute, j'aurais besoin de, genre, une petite rallonge ou un truc comme ça, quoi, aujourd'hui. Bah, malheureusement, ça m'arrive souvent, en fait. Ouais. Donc, en fait, là, j'aimerais bien ne plus le faire. Ta mère te finance encore une partie de ton rythme de vie, en fait, c'est ça? Oui, bah, alors, ça m'arrive pendant plusieurs mois de rien lui demander parce que je suis bien. Quelle honte, putain. C'est exactement là où je voulais en venir quand j'ai dit au début. J'ai honte. Mais, arrête de te juger, en fait. Ouais. Mais, c'est trop. Merci beaucoup de venir. Non, mais sérieux, hein, merci de venir partager ça. C'est tellement précieux. Avec plaisir, vraiment. Donc ouais, du coup, c'est vraiment mon objectif, c'est d'arriver à plus lui demander de thunes, déjà parce que j'ai honte, et en plus parce que parce que j'aimerais bien, tu vois, genre que ce soit moi qui paye, quoi, dire allez, je vous invite en vacances là, au lieu de dire t'as pas 1000 balles là, parce que en fait je suis un petit peu dans la merde là, avec des pieds plats et un petit sourire, et essayer de trouver une bonne formule et dire et puis on rigole, mais en même temps on rigole un peu jaune et tout le monde rigole, et elle est là, bon vas-y, ok, ouais, ok. C'est alors ça me sauve la mise à chaque fois, mais je suis pas fière, quoi. Et comment ta mère elle réagit? Est-ce qu'elle réagit comme quand t'étais ado avec ton téléphone? Plus ou moins, ouais. Elle dit ok, mais c'est la dernière fois. Mais sauf que ça fait 10 ans qu'elle dit ok, mais c'est la dernière fois. Oh, merde. Donc maintenant, je suis là. Et toi, tu le sais, en fait. Oui. T'es comme quand t'avais 15 ans. T'étais là, yes, j'ai mon portable, je m'en bats les couilles. Non, parce que là, maintenant, je m'en bats plus les couilles. J'ai plus 15 ans, mais je suis. T'es sûr qu'au fond de toi, tu t'en bats pas les couilles? J'ai un peu l'impression qu'au fond de toi, tu t'en bats les couilles. Je m'en bats un peu les couilles, mais je le vois dans ton regard que vraiment tu t'en bats les couilles au fond de toi. Qui a un côté, rendez-vous la semaine prochaine, ou rendez-vous le mois prochain, ou rendez-vous dans 3 mois. Rendez-vous la prochaine fois, tu céderas de la même façon que t'as toujours cédé. Ouais, et c'est. Ouais, c'est pas cool. Mais après. C'est pas cool pour toi. En fait, c'est pas cool pour moi, parce que ma mère, je sais qu'il y a de la thune, et. Tu vois, j'adore, avec mon frère, on est mort de rire, parce que mon frère, lui, il est beaucoup plus habile que moi. C'est-à-dire que moi, quand je l'appelle, c'est vraiment que je suis dans la merde et que j'ai besoin d'un billet qui va juste me sortir de la merde, mais je vais pas être à l'aise. Alors que mon frère, il arrive, je sais pas, avec des tournures. Alors peut-être que c'est parce que c'est le fils et que je ne sais pas. Mais en tout cas, il arrive toujours à avoir à ce qu'il veut. Et à côté de ça, attention, c'est un très très gros bosseur, et à bien des égards, il se démerde bien mieux que moi. Mais il a aussi ce filet de sécurité, quoi. Oui, et donc peut-être que c'est pour ça, en fait. C'est peut-être parce qu'il se démerde bien mieux que moi que du coup il a un peu, quand il demande, il a plus ou moins ce qu'il veut. Et du coup, moi, vu que je me démerde moins bien aussi, j'ose pas non plus dire dis donc, il me faudra un vélo électrique là. Moi, je suis plus là en mode dis donc, là je vais pas pouvoir payer mon loyer, en fait, donc voilà. Putain. Ok. Donc ouais. Ok. Et non, c'est c'est génial, merci. C'est plus pour moi que c'est pas cool, parce que et puis là, du coup, on arrive aussi à mon activité. C'est que quand t'es artiste, je pense que c'est une relation à l'argent qui est aussi particulière, parce que tu fais pas ça pour la thune, mais en même temps t'en mérites, en fait. Au-delà de t'en veux, c'est que t'en mérites, parce c'est bien, on est en train de... Le simple fait que tu dises ça, déjà, c'est... Oui, je le pense. C'est pas un truc que beaucoup d'artistes... Enfin, c'est pas un chemin que beaucoup d'artistes ont fait. Hein. Ouais, c'est dommage, parce qu'en fait, je pense vraiment que, en tout cas, la plupart des artistes que je connais, ceux que j'aime, ceux que j'écoute, par exemple, ne serait-ce que musicalement parlant. Taylor Swift, par exemple. Non, mais là, je pense à Ichon. Il y a pas longtemps, j'ai écouté un podcast, je sais plus lequel, où il parle un petit peu de son expérience et du fait que
que Christian, c'est un rappeur. ouais, et qu'il s'est il s'est isolé chez ses parents, je crois, pendant 1 ou 2 ans pour écrire son dernier album, ce qui lui a permis en fait de pas gagner d'argent, mais de pas être dans la merde. Et pour ensuite, en fait, atteindre voilà un niveau de vie où il est un peu fier de lui, quoi. Et ça fait Parce qu'il a percé depuis cet album et donc il est ouais, devenu... et il a fait un truc aussi qui lui ressemble plus par rapport au premier. Enfin bref. Et en fait, ça fait plaisir à entendre ce genre d'expérience parce que c'est vrai que quand t'es artiste, tu mérites de l'argent, mais faut pas que ce soit ta quête. Et donc du coup, t'es un peu comme ça en équilibre entre la merde et en même temps tu dois faire du beau. Donc le beau, je trouve que ça appelle nécessairement une certaine valeur lucrative en fait. Mais il faut pas que ce soit ton but. Enfin bon, t'es un peu dans des schémas mentaux hyper complexes. Et là, ouais, j'aimerais bien. Avant, j'avais vachement de mal à donner de la valeur à mon travail. Okay. Donc, genre, limite, si tu me disais pour un dessin, une illustration, une peinture, combien c'est, genre, je me mettais à rougir, quoi. Je préférais te le donner, ça me mettait trop mal. Et là, maintenant, je suis plus là en mode tu me payes quand, en fait? On est dans l'autre ultra agressif. Non, mais c'est plus simple. Parce que genre la petite artiste qu'on va payer un de ces 4, ça me saoule. Là, ça commence vraiment à me saouler. Mais c'est pareil, c'est pas un rapport très apaisé non plus, parce que ça veut dire que t'es plutôt dans la revendication et dans la colère, quoi, tu vois. Ouais, là, c'est vrai que je commençais à verser dans le truc inverse. Dans le tatou, il y a un truc d'immédiateté. Tu tatoues quelqu'un, on te donne de la thune, donc ça va. Mais quand tu fais des prestats, des fresques ou des logos, machin, il y a un peu ce truc de nébuleuse où tu sais pas quand, c'est trop chiant. Donc tu fais en sorte de faire ce chemin de, ok, donc en fait, la valeur de mon travail et la valeur de mon art, elle vaut quelque chose, quoi. Ouais. Ok. Et c'est... D'où ça t'est venu, en fait? Alors, du coup, il faut que j'aborde le fait que, en plus, dans tous les cas, je pense que tous les artistes sont pluridisciplinaires, vraiment. Et ça, je pense que la France, elle a un vrai problème avec ça, et c'est hyper chiant. Il faut que tu te mettes dans une case et t'en sors pas STP, quoi. Ouais, trop nul. Alors que... trop nul. Alors que franchement, même la plupart des artistes français du passé, je pense à Victor Hugo, genre là je suis allée au musée Victor Hugo il y a, je sais plus quand, il y a plusieurs semaines, il faisait des illustrations absolument sublimes. Vian, qui était jazzman en plus d'être un écrivain divin. Et moi en fait... j'ai toujours fait les deux, donc dans tous les cas, je peux pas choisir et me débarrasser de l'un ou l'autre. J'écris et je dessine. Okay. Et en fait, là, j'essaie de faire en sorte que le tatou et l'illustration me permettent de soutenir mon écriture dans le but, plus tard, de voir les deux un petit peu prospérer. Parce que dans tous les cas, quand t'es dans un processus d'écriture, c'est un truc... très intérieur et c'est, enfin, tu vois, par rapport à, je sais pas, la musique par exemple, t'as un truc beaucoup plus immédiat, t'as un retour beaucoup plus immédiat. Déjà le geste de lire, c'est un process qui est quand même assez lent, et donc du coup t'en cueilles les fruits, et encore c'est même pas des fruits de ouf, on n'est pas sur des pastèques. C'est plutôt des toutes petites mûres. Oui, voilà, c'est des petites groseilles. Donc, tu les cueilles bien plus tard, mais dans tous les cas, je sais que ce que je fais a de la valeur, et on vit dans une société où ce qui a de la valeur coûte de l'argent. Donc, et t'es assez à l'aise avec ça? Ouais. Maintenant, aujourd'hui. Maintenant, je le suis, ouais. Maintenant, je le suis, et puis et en fait, c'est surtout d'avoir été pendant des années dans des situations d'errance. Tu vois, mon CV, il a strictement aucun sens, tu vois, à faire 1000 petits jobs, etc., en me disant, allez, ça va aller, je vais m'en sortir, je peux faire ce petit job et à côté, nanani. Et en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que mais pas du tout, en fait. Tu peux pas te scinder en deux, tu peux pas donner 45 heures par semaine de ton temps à un resto qui te traite comme une merde
et après croire que tu vas encore avoir l'énergie de faire des grandes illustrations ou d'écrire des beaux textes, c'est pas En tout cas, ça peut tenir pendant un temps. Voilà. Et à un moment donné, Ça peut tenir pendant 2 mois, et puis au bout d'un moment, en fait, t'es épuisé et tu restes au lit quand tu travailles pas pour payer ton loyer, quoi. Et est-ce que tu as la sensation d'avoir fait un chemin aussi vers plus d'estime de toi Ah oui, en complètement. rentrant dans ce truc aussi de faire en sorte d'aller gagner de l'argent Avec mon art ou Peu importe. Oui. Alors paradoxalement, ouais, en fait, le fait de m'être frottée au monde du travail longtemps, ça a été très dur parce que j'ai pas fait des boulots, j'ai jamais bossé dans une start-up, tu vois. J'ai jamais pu dire, alors moi je bosse dans la com, genre, ça a toujours été, j'ai fait beaucoup de ventes et beaucoup de restos. Dans la restauration, j'ai occupé à peu près tous les postes. T'as fait des petits jobs ingrats, quoi. Ouais. Et la restauration, et pourtant la restauration, je trouve que c'est des métiers magnifiques. Mais c'est des métiers qui sont durs, tu vois ce que je veux dire? C'est des métiers qui sont physiquement... En fait, surtout pour une femme, tu vois. En fait, je trouve qu'il y a étant féministe, ça je l'ai observé, il n'y a pas un établissement où je ne l'ai pas observé, clairement. Enfin, ou alors ils sont très rares. Mais il y a un plafond de verre qui ne se brise pas dans la restauration, c'est insupportable. Typiquement, je ne vais pas donner le nom ou quoi, mais quand je suis arrivée sur Paris en octobre, j'ai bossé 2 mois dans un resto assez branché et tout. Et tu te manges des mots au cul par le manager, quoi. Super. Voilà. On est quand même... C'est exactement le job qu'on veut. Fin 2021, C'est début terrible. 2022. Et puis, alors ok, il est fucked up, ok, il est cocaïnomane, mais en fait, je m'en fous. Tu vois. Oui, t'as pas à le subir. Et Tu lui disais? Ah bah oui, bien sûr. Non, bon, alors ça, je me gêne pas du tout. Je dis, écoute, je sais que t'es une grosse merde, mais est-ce qu'il y a moyen de pas me toucher le cul, s'il te plaît? Enfin, genre, tout simplement. C'est... mais ça, c'est un truc qui est hyper présent. Et c'est que des micros. Tu vois, genre, typiquement, dans cet endroit, en cuisine, c'est une chef. Ok. Cool. Trop bien. Extrêmement talentueuse. La meuf trop badass. Enfin, genre, vraiment une bombe. 29 ans. Et en fait, c'est ça, plus que les mains au cul, c'est ça qui m'a rendu dingue. C'est que la meuf, à 29 ans, en tant que chef, elle gueule. J'ai bossé environ 15 ans dans la restauration. Dans tous les endroits où j'ai bossé, j'ai vu des chefs qui gueulaient. En tu vois. cuisine, ça gueule, c'est le concept. Le chef, il gueule, il est un sup, il maltraite tout le monde. Il y a un côté très militaire dans la cuisine, d'ailleurs. Exactement. Elle, toutes les fois où elle a gueulé, on a discrédité le fait qu'elle gueulait. On lui a rapporté des shots d'alcool pour la calmer, parce qu'elle est un petit peu... elle est jeune. Ouais. Non mais attends, vous rigolez ou quoi? J'ai vu des chefs de 26 ans, donc plus jeune qu'elle, qui gueulaient, tout le monde était là, oui, Personne bouffetait, quoi. Oh, le chef, il est pas content. Là, c'est pas, ah non, mais t'inquiète, elle va se calmer. C'est insupportable. Work in progress, ceci dit. Moi, j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein, tu vois. Je me dis, en fait, la meuf, elle a 29 piges, elle est là, tu vois. Ah non, mais bien sûr. Non, mais ça, c'est sûr que c'est incroyable. Mais ça n'empêche que c'est un milieu qui est extrêmement misogyne. Et du coup, là, pourtant, tu vois, malgré tout, même si c'est dur, moi, j'aime bien. Ouais. Parce que je suis quelqu'un de... J'aime bien être dans l'action, tu vois. Et j'aime bien porter un plateau, j'aime bien parler avec les gens. Enfin, voilà. Ça se sent. J'aime bien. Non, mais... Et pourtant, là, franchement, avec la dernière expérience que j'ai eue, j'ai trop de mal. Alors que je sais que le café en face de chez moi, il cherche quelqu'un. Ouais. Et que franchement, ça serait une petite poire pour la soif, ça m'arrangerait. Il n'y a pas de route à faire, je rentre chez moi direct et tout. Mais franchement, là, j'ai besoin d'atterrir un peu de cette expérience de merde, quoi. Ok. C'est vraiment, c'est des lieux, c'est des métiers qui peuvent te faire beaucoup de mal. Et même en fait, quand t'as un mec, Oui. y a des rapports de domination, tu vois. Ouais, il y a des trucs hyper violents qui peuvent être très très durs à vivre, vraiment. Mon frère, pendant plusieurs années, il a bossé dans un seul endroit. Et je lui disais, mais casse-toi de là, quoi. Ils ont une vieille emprise sur toi, c'est dégueulasse, tu vaux tellement mieux que ça.
Et en fait, quand il en est parti, mais il a fleuri, quoi. C'était incroyable. Voilà. Viens, on parle du sujet qui fâche. Ouais. Le daron. Le daron. Tu disais tout à l'heure que t'écoutais Histoire de daron, mais je comprends mieux. Ouais. C'est fou à quel point il y a des surtout des filles qui écoutent ce podcast pour comprendre mieux leur père, qui parlent pas ou avec qui il y a une relation compliquée, etc. quoi. Alors là, Je sais pas si c'était ton cas, mais... Non, c'était pas pour le comprendre, c'était plus pour me dire qu'il n'y avait pas que des papas nuls. Parce que malheureusement, même si mon père c'est quelqu'un de charismatique, c'est un géant, tu vois, dans nos imaginaires, et quand tu le rencontres, généralement, c'est l'impression qu'il te donne. C'est un papa nul. En tout cas, avec ses fils, ça se passe bien parce que le fondement de leur relation, le ciment de leur relation, c'est vroom vroom, et voilà, donc ça va. Mais en dehors de ça, moi, en tout cas, c'est un truc qui m'a énormément manqué. Et donc, du coup, j'ai écouté ton podcast juste pour entendre d'autres témoignages. Okay. Et ouais, j'étais toujours hyper émue par ces papas qui étaient capables de décrire l'accouchement au détail près de leur nana et de comment le bébé est venu, etc. Et je me rappelle aussi d'un épisode où c'était un papa qui avait adopté 2 petites filles, me semble. Et ils font en larmes en parlant du jour où sa fille elle est arrivée. Et j'étais là, oh mais j'en peux plus, c'est quoi ce délire? Et puis bon, l'épisode avec Martin Winkler, j'étais là, ok, waouh. Waouh. Martin Winkler qui est docteur, également auteur, etc. Ouais. Qui a fait plein de choses. Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ton père alors pour que depuis 10 piges, c'est long, 10 ans. Ouais. En fait, comme avec toutes les histoires d'argent, et là, pour faire un petit pont, je l'observe de près dans la famille de ma mère où mon grand-père est décédé, et donc tout le monde se bat pour... pas tout le monde se bat, mais genre c'est des batailles de succession, etc. Et en fait, ce que je constate avec l'argent, c'est que ça soulève un truc beaucoup plus profond, en fait, que juste de la thune. Juste des chiffres. Oui, voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait ce podcast. Oui, j'imagine. Et donc, en fait, voilà, toute mon adolescence, on me reproche le fait que ma mère fout pas la pension alimentaire de côté. Quand tu dis on, c'est ton père. Ouais, okay. Mon père. Et puis, il y a aussi ce rapport de... quand on vient en vacances, mon père fait énormément de shopping. Je sais pas s'il en fait encore, mais à l'époque, il en faisait beaucoup. Donc nous, mon frère Gabriel et moi, on passe notre vie à le suivre dans les boutiques de luxe. On se fait un peu chier, on fait des conneries. Et en fait, c'est tentant, tu vois. Toi, t'as 14 ans, t'es chez Dior, t'es là... Donc moi, souvent, j'essayais de l'avoir à l'usure, et 1 ou 2 fois, j'ai réussi. Donc après, super, tu te pointes au collège avec des pompes Dior, le truc à 14 ans, tu vois, genre le truc qui a aucun sens. Et donc du coup, souvent, quand on lui réclamait des petits trucs, des fringues, ou il disait, tu demanderas à ta mère. Donc, voilà... Et ceci dit, c'est compréhensible puisqu'il vous filait, 1500 balles par mois, quoi. Non, mais bien sûr. Mais donc, il y a un peu un petit côté, peut-être avec cet argent-là, vous pouvez acheter des fringues, quoi. Oui. Non, mais on était bien fringués. Mais ce qu'on voulait, c'était, genre, la petite fringue, la petite fringue pour se la péter, tu vois. Mais bon. Bref, ce qui se passe, c'est que moi, je suis partie... avec mon frère, j'avais 14 ans et Gabriel il en avait 9. On est parti vivre dans le sud avec mon père. Ok. Parce que ça n'allait plus avec ma maman. Et puis là, donc on arrive, on est gâtés pourris. Moi, je reçois un scooter Vespa flambant neuf et tout machin. Enfin bref, c'était un peu la teuf. Et puis petit à petit, les robinets se coupent et on a une relation assez houleuse, la femme de mon père et moi. Franchement, c'est un peu Cendrillon plus
Melrose Place. Ok. Enfin, genre vraiment, c'est série, film, t'hallucines, quoi. Donc, c'est une personne qui me voit un peu comme sa rivale, alors que... Oui, c'est le grand classique de Voilà. la fille et la belle-mère, quoi. Voilà, c'est ça. Et alors que moi, franchement, bon, à 14 ans, ouais, T'en as pas rien à foutre. ok, peut-être que j'avais envie de me la péter. Maintenant, j'en ai vraiment, mais rien à foutre, quoi. Enfin, c'est ma vie, c'est pas de porter des sacs chers ou des grosses voitures, je m'en fous. Mais voilà, en gros, le truc, c'était, moi, je voulais faire la Saint-Martin School à Londres. Ok. Donc, il y a une école de mode. Ouais. Et je me rappelle que ce jour-là, mon père et ma belle-mère étaient en train de choisir la couleur du cuir dans leur prochaine Ferrari. Voilà. Et en fait, ma belle-mère me dit « Ah, j'ai appris que tu voulais aller faire des études à Londres. C'est bien ça. » J'étais « Ah ouais. » Donc moi, trop enthousiasme, trop con, j'ai 16 ans. Et elle dit « Mais tu sais, on n'a pas l'argent pour ça. » Ok. Et donc, En fait, quand tu dis tout à l'heure que les robinets se coupent petit à petit, c'est-à-dire que de base, t'as de moins en moins accès à des trucs qu'avant ton père te payait, c'est ça? bah, typiquement, et quand je parle de robinet, je parle même pas d'argent de poche ou quoi. Je parle typiquement, il y a un moment donné, en première, j'ai commencé à travailler en restauration parce que on me payait pas la cantine, tu vois. Et ouais. Et on me payait pas de fringues non plus. Et là, pour le coup, je vivais avec mon père, donc il y avait plus d'histoire de pension. Ok. Enfin, là, c'était à lui d'assumer mon train de vie. Donc rapidement, je me suis retrouvée à assumer l'essence dans mon scooter, mes fringues, enfin voilà. Et à rien réclamer parce que, pour le coup, mon père, il a un... Enfin, t'as pas envie de lui réclamer parce que ça va pas être comme ma mère. Lui, s'il dit non, non. Alors qu'il a 20 000 fois plus de thunes. Enfin bon, bref. Et donc, du coup, cette histoire de Saint-Martin School, c'est non, ok, bon. Au final, à 17 ans, je retourne chez ma mère et je lui fais part du fait que mon père, il veut pas me payer mes études, quoi. Et que apparemment, il n'y avait pas d'argent pour ça, alors que bien sûr qu'il y en a. Quand t'es capable de te payer une Ferrari à 500 000 balles, tu peux payer des études à ton enfant, tu vois. Et puis, c'est surtout... En fait, ce que ça raconte surtout, au-delà de ça, au-delà de la thune, c'est quelle place tu me donnes, en fait. Bien sûr. Quel intérêt tu me donnes. Et à l'époque, du coup, moi, je suis ultra boulimique. Je suis à la limite de l'obésité. Enfin, je fais que bouffer, donc pour compenser ce manque-là. Mon père, qui est un sportif hyper athlétique, je le dégoûte, donc il me rejette complètement. Et donc, il est encore moins question de me payer des études parce que je suis une grosse vache. Enfin bref, c'est genre, ça part dans des trucs de dingue. Et du coup, ma mère qui est toujours dans les trucs, la guerre, on va obtenir tout ce qu'on veut, etc. Elle me dit, écoute, ton père, il faut l'attaquer en justice parce que la loi française, dès lors que t'as les moyens, elle oblige, je sais pas si c'est le terme, mais les gens qui ont reconnu un enfant à leur payer des études. Et là, pour le coup, mon père a les moyens et il m'a reconnu, donc bon, voilà. Donc du coup, j'ai attaqué mon père en justice à l'âge de 19 ou 20 ans. Pourtant, il continue à te payer tes études chez S-Mode? Il a dû me payer mes études. Ah, ok. Ah oui, parce que tu l'as attaqué. Ok, ouais. D'accord. Donc du coup, j'ai obtenu gain de cause et en gros, ce qui a été décidé, c'était que, au vu de ses moyens, il devait me verser tant par mois et il devait régler également mes frais de scolarité. Et il y a eu une rétrocession aussi sur 2 ans où je me suis un peu démerdée. Et ça m'a permis d'avoir un diplôme, etc. Mais c'est un truc qui ne m'a pas pardonné. Et en même temps, je crois que, en fait, c'est très compliqué pour lui de gérer sa relation à sa femme et sa relation à sa fille en même temps. Donc je pense que c'est sa femme actuelle, tu veux dire? Ouais. Okay. Et je pense que c'était un prétexte pour avoir une porte de sortie parce que c'est impossible. Et aujourd'hui, il se remet... Enfin, tu vois, genre, c'est pas quelqu'un qui va remettre en question le fait que c'était un procès pour dire que j'existe, en fait. Tu vois, c'était pour te dire, en fait, si,
je suis pas une merde et je mérite de faire des études et puis enfin voilà quoi. Surtout que j'étais quand même hyper studieuse pendant toute ma scolarité avant ça, donc enfin tu vois il y avait vraiment c'était juste pas cool quoi. Et ça te manque pas aujourd'hui la relation à ton père? Alors la relation à un père ça me manque, mais à mon père elle est tellement délicate et elle est tellement conditionnelle en fait. Conditionnelle de quoi? Bah tu vois par exemple ne serait-ce que ça faut correspondre à certains critères physiques, tu vois. Bon, aujourd'hui je suis mince par exemple, je sais que ce serait ok, mais si demain je sais pas si je me fais encastrer dans un mur et que tout à coup je suis défigurée, bah peut-être que ce sera plus ok. Et puis bah si t'es dépressif c'est pas ok, si tu fumes c'est pas ok, enfin tu vois genre tu dois correspondre à un certain nombre de critères. Et mon frère par exemple lui son rêve c'est de devenir trailer professionnel. Donc il fait énormément de sport, il court beaucoup. Trailer, c'est les fous furieux qui montent et qui descendent les montagnes. Qui font de la course dans des conditions de dingue. Oui. Et bah depuis qu'il commence à essayer de réaliser ce rêve et qui fait beaucoup de sport, bah voilà, ça y est, il est considéré par mon père. Oui, parce que ton frère pour le coup a pas coupé les ponts avec ton père. Non, pas du tout. Okay. Mais du coup, je me dis ouais putain, mais en fait, t'es pas considéré pour ce que t'es considéré parce que tu rentres dans son prisme d'idéal et pas cool quoi. Tu crois pas que ça vaudrait la peine d'avoir cette discussion-là avec lui, parce que peut-être en plus qu'il s'en rend pas compte? Alors ouais. Peut-être, hein. J'en sais rien, je le connais pas, mais... Non, mais il s'en rend certainement pas compte, mais après, j'ai écrit pas mal je lui ai écrit pas mal de messages. Okay. Et ouais, non, on est sur un truc déséquilibrant, un petit peu dingo. Et au lieu de répondre à mes messages, par exemple, il va demander de mes nouvelles à mon frère. Tu vois, donc genre, t'es là, bon. Je pense que maintenant, il se sent con parce qu'il capte bien que... Enfin, je pense qu'il capte la réalité de ce truc de procès. 10 ans plus tard, il se dit « Ah putain, peut-être que c'était autre chose que de la thune. » Et du coup, bah, l'orgueil fait que... Voilà. Si un jour il veut venir parler dans Histoire de Daron, écoute. Ouais. Si tu nous écoutes, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais tu es bienvenu. Ouais. Donc... Faire la thérapie familiale, moi, tu vois. Ouais. Ok. Mais ouais, non... Du coup, une sacrée histoire de daron et d'argent. Ouais. Pour le coup, les deux fusionnés. Mais pour moi, c'est surtout une histoire de reconnaissance, en fait. Mais l'argent, c'est de la reconnaissance. Bien sûr. J'allais te demander aussi, parce que pour moi, c'est hyper important de t'en parler, c'est que je crois qu'il y a un truc aussi, tu sais, tout à l'heure où tu disais qu'il manque de dalle, etc., tu vois, chez les enfants qui ont grandi avec tout. C'est une vraie question que je me suis posée, tu vois, c'est que on a fait grandir nos filles en tant que parents avec des moyens que moi en tant que gamin j'ai jamais eu, tu vois. C'est tellement compliqué, tu vois, en fait je vais pas t'empêcher de pouvoir te payer un truc qu'on peut te payer, et d'un autre côté peut-être que ça te fout complètement à côté d'une forme de réalité, tu vois, et en fait il y a un truc qui m'a hyper déculpabilisé il y a pas très longtemps, c'est que j'ai dit à mes filles, ne comptez pas sur moi pour vous laisser de l'argent une fois que je serai mort. Ok. Ça m'a fait tellement du bien. Bah, trop bien. Et je leur ai dit, je vais faire en sorte de pas vous laisser de dette, parce qu'en fait c'est vraiment mon objectif, surtout pas. Mais en revanche, franchement, faites-vous vous-même vos sous, quoi, tu vois, n'attendez pas. Toi de ton côté, il n'y a pas un truc aussi en toi, tu vois, au fond de toi qui te dit, en fait, tôt ou tard, il y a un moment donné où ça va finir par tomber, quoi, tu vois, ping, comme au casino. Alors peut-être, et en même temps, toute notre vie, par exemple, avec mon frère, on a entendu, notamment de la part de ma belle-mère, qu'il resterait rien, enfin qu'il y aurait rien pour nous. Ok. Et donc du coup, même ça, enfin, on en rigole. Hein. Okay. On est là, genre nous, de toute façon, franchement, enfin, on est mort de rire, quoi. On est là, mais MDR. Enfin, hier, par exemple, mon père, en ce moment, il est parti au ski. Donc tu vois, ça crée des situations très ouf. Mais il resterait rien. Enfin, je veux dire, ton père, il a quand même
tu vois, des maisons, des machins. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça va finir par vous tomber dans l'escarcelle, quoi. Je ne sais pas. Selon le droit. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas une chose à laquelle je pense. Ok. Et tu vois, par exemple, hier, on rigolait beaucoup parce que je suis descendue dans le sud pour passer un peu de temps avec mon frère. Et mon père est parti au ski, donc du coup, on a fait un barbecue dans son immense résidence dans laquelle je ne suis plus rentrée depuis 10 ans, en fait. Oh, c'est fou. C'était la première fois depuis 10 ans que je rentrais chez mon père. Et donc, on faisait un barbecue et tout. Et genre, c'est une propriété de ouf, tu vois. T'as un terrain de tennis, une piscine, une tyrolienne qui passe entre les arbres. Enfin, c'est nimp. Et avec une immense table, tout pour faire des barbecues de l'espace et tout. Nan. Et puis, donc, du coup, évidemment, ils étaient tous en story Instagram et tout. Et mon frère, à un moment, il fait « Putain, mes stories Instagram, on dirait que je suis un milliardaire, j'ai 60 € sur mon compte. » Et c'est vraiment ça. Nous, on est tout le temps dans cette espèce d'ambivalence où on est très à l'aise dans ce monde-là, mais on n'a pas un bal, en fait. Et ouais, c'est particulier. Donc, du coup, honnêtement, je pense pas que la pensée, c'est de se dire qu'on va toucher quelque chose. C'est juste que moi, ce que je pense, c'est que quand t'as toujours été dans cette espèce d'aisance, en fait, elle est logique. Je lisais aussi, c'est un truc que tu retrouves chez Virginie Despentes et chez Constance Debré, qui disent Constance Debré, elle le dit avec beaucoup plus de relief, parce que pour le coup, elle le vit dans sa chair, que Virginie Despentes, je pense que c'est une personne qui observe énormément les gens. À un moment, je crois que c'est dans Vernon Subutex, elle parle d'un personnage qui est une espèce d'ancienne aristo ou un truc comme ça, et qui dit que quand t'es né riche, tu le seras toute ta vie. Même dans la dèche, dans la dèche, tu vas trouver un truc charmant dans la dèche. Mmh. C'est horrible ce que je veux dire, mais moi, je sais que j'ai ça, tu vois. Genre, moi, quand je suis dans un train pouilleux, je suis là, oh, c'est cool ici, tu vois. Moi, j'adore les trucs un peu roots. Je suis là, ouais, trop bien. Là où certaines personnes, je sais que ça les angoisse. Et non, ils ont besoin d'un petit confort et tout. Alors que moi, plus c'est un petit peu rugueux, un petit peu difficile, et je suis là, oh, trop bien, ouais, c'est cool, c'est grégaire, hein, c'est bien. Et Constance Debré, c'est aussi le processus qu'elle décrit dans ses livres où elle s'est dépouillée de tout. Mais au final, elle garde cet accent, elle garde cette posture, elle garde tous les livres qu'elle a eus et cette vie qu'elle a eue. Et cette éducation. Oui. Et donc, je pense que c'est surtout ça, en fait. C'est que... Ouais, ça me dérange pas d'être en dèche. Et aussi parce que, du coup, cette éducation-là, elle te donne malgré tout une ressource. C'est que... tu sais que tu peux aller partout et tu te débrouilleras partout. C'est horrible, mais c'est une histoire. Pourquoi tu dis que c'est horrible ? Parce qu'il y a des personnes pour qui c'est pas le cas, tu vois. Oui. Et moi, de toute façon, je veux m'en sortir, donc je peux pas. Il est là ton vrai héritage, en fait, tu vois, je trouve. Ouais, je crois que c'est ce que t'es en train de dire, mais faut pas le voir comme un truc horrible. Non, mais c'est horrible pour les gens qui subissent, tu vois, genre le retour de bâton totalement injuste, tu vois. Pierre Bourdieu gagne toujours à la fin, quoi, tu vois, donc ça c'est sûr et certain. Ouais. Mais ceci dit, ton père doit le savoir, puisque lui, tu racontais qu'il était lui-même transfuge de classe, donc il vient sans doute de loin, quoi, tu vois. Alors, en fait, genre lui, son père était architecte et sa mère était un peu... c'est pas un transfuge de classe, oh là là, non, qu'est-ce qu'elle raconte ? Genre, son père était architecte et sa maman, à lui, était restauratrice, tu vois. Mais... c'est pas un transfuge de classe. Il avait 0 quand il a commencé, c'est-à-dire que vraiment, en mode... 0 de chez 0. Non, mais comme plein de gens. Mais si tu veux, avec un daron architecte... Oui, bon. Tu sais, pour moi, les transfuges de classe, c'est vraiment ce truc de... Oui, c'est vrai, t'as raison. Tes parents n'ont pas fait d'études et toi, t'en as fait. Quoi, t'as tu raison. Vois, ou alors, t'as raison. Bref. On l'utilise souvent. Je vous invite à... Je mettrai un lien dans les notes. J'ai fait un podcast dans l'histoire de daron, justement, avec ce mec qui s'appelle Adrien Nazelli, qui a donné pour la première fois la parole à des parents de vrais transfuges de classe. C'est-à-dire, tu vois, tes parents, ils n'ont pas fait d'études, et toi, t'as fait des études supérieures d'un coup d'un seul,
à 18 trop ans, bien. il se creuse un fossé fou entre tes parents et toi, entre ton milieu social d'où tu viens et toi. Mais je mettrai un lien parce que c'est hyper intéressant comme à écouter. Ok, trop bien. Mais ouais, ton grand-père, donc s'il était archi, en vrai, Ouais. ça va. Ouais, j'avoue. Non, c'est pas. Non, Après c'est- qu'il ait commencé de rien du tout, tu vois, qu'il soit ok. Voilà, je préfère juste. Oui, non, t'as raison. C'est vrai. Merci beaucoup, Annelise. Avec plaisir. C'était trop bien de parler avec toi. Merci pour ta franchise aussi. Merci pour ta transparence. Ouais. Merci pour ton humour. Cool. C'était vraiment trop bien. J'espère que ça va plaire aux gens. Est-ce que tu veux faire ta promo? Ouais. Bah ouais, Tant carrément. qu'à faire, vas-y, Carrément. viens. Alors, si vous voulez des petits tatous mignons et romantiques et faits de mes douces mains, il faut aller sur Douce Annelise sur Instagram. Donc, A2N. A2NELISE. Ok. Et si vous voulez lire mes textes, c'est sur Instagram aussi. Et c'est du soleil et de l'orage. Et voilà, On mettra les liens. Comme ça, Ouais. les gens pourront cliquer directement depuis leur appli de podcast. Qu'est-ce que c'est bien fait. carrément. Un grand merci à toi. Vraiment, c'était trop bien. Avec plaisir. Franchement, trop chouette.